À midi 23, 13 degrés à Saguenay. Tu sais, Fred, on a parlé à de nombreuses reprises dans les dernières années avec Lise Bilodeau, Oui. qui est de l'Action des nouvelles conjointes du Québec, qui nous décrit des cas où des hommes viennent lui parler de leur réalité, que ce soit pour des questions de pension alimentaire ou d'injustice. Et à chaque fois, ça génère des discussions. Il y a des gens qui nous appellent, disent vivre sensiblement la même chose, sont démunis, sont plus ou moins écoutés par les autorités aussi. C'est difficile. C'est des gros combats. Et la semaine passée, sans dire que c'était un entrefilet, c'était pas le plus gros article du journal, mais ça m'a vraiment, je dis, ouch, cette histoire-là est particulière. C'est l'histoire de Pierre Turbide qui a vécu un enfer judiciaire depuis facilement une dizaine d'années. C'est la troisième fois en 12 ans qui est acquitté d'accusations qui sont déposées contre lui ou des plaintes qui sont déposées par son ex-conjointe, ont réussi à laver, entre guillemets, ces accusations-là à chaque fois, été innocenté, les accusations ont été abandonnées, etc., parce que simplement, il n'était pas coupable. Et c'était de l'acharnement, ce que j'appelle la violence conjugale psychologique, mais qui est difficile à démontrer. Et encore aujourd'hui, ça y cause des problèmes. Et je vous l'ai dit vendredi passé que j'avais communiqué avec lui pour l'avoir en entrevue. J'ai même passé par Lise Bilodeau qui le connaît bien son histoire pour tenter de lui parler. Puis je lui ai parlé en fin d'émission, en fin d'après-midi, vendredi, après avoir fermé le micro pour la semaine. On a eu une bonne discussion et j'ai réussi à le convaincre de venir nous conter son histoire, ne serait-ce que pour démontrer que ça existe, que des gens qui sont amenés dans cette espèce de tourbillon judiciaire-là contre leur gré. Et même après que j'en ai parlé brièvement vendredi, déjà, tu as eu un appel à quelqu'un qui disait vivre une situation similaire. Tout à fait. C'est toujours des histoires qui sont tristes, lourdes, pas pénibles à écouter, mais tu sens le côté pénible du vécu. Le sexe, ça n'a pas d'importance, que ce soit un homme ou une femme qui le raconte, ça peut être autant dramatique d'un bord comme de l'autre. Mais chaque histoire est extrêmement poignante, là. Pierre Turbide est en bout de ligne avec nous autres. Monsieur Turbide, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. On va commencer par le début. C'est où que ça a commencé, cette histoire-là? On parle de 2002? L'histoire avec mon couple? Oui, exactement. De mon couple? Oui. OK. Moi, je travaillais sur la Côte-Nord, dans la région des barrages hydroélectriques, dans la région de Sept-Îles. J'ai eu un accident de travail. Je me suis ramassé à l'hôpital à Québec. Et puis, ça a commencé, je l'ai rencontré à l'hôpital, dans le restaurant à l'hôpital, et puis c'est là que ça a commencé. OK. En 2000. Et ça aurait pu être une belle histoire, comme plein de monde qui rencontre quelqu'un par hasard, mais ça a commencé à mal virer pas longtemps après? Ça aurait pu vraiment bien virer, oui, effectivement, et c'était mon but, et je crois que c'était son but aussi. Mais madame souffrait quand même de maladie, puis ça, je ne le savais pas au départ, là. Mm-hmm. Elle était suivie par un psychiatre. Moi, j'étais là pour mon accident de travail que j'avais eu, mais elle était là, elle faisait partie de l'aile psychiatrique de l'hôpital où j'étais à Québec, parce que là, je suis présentement à Québec, et j'ai rencontré au restaurant de l'hôpital, et moi, je savais pas elle avait des problèmes de maladie mentale ou de médicaments, elle était médicamentée. Et quand je dis que ça a mal viré, on peut appeler ça mal viré par à peu près, là, elle vous a attaqué? Oh oui, écoutez, un peu avant, je vais en arriver là, Bon, ouais. Mais un peu avant, je vous dirais que moi, pour avoir travaillé plusieurs années dans le Grand Nord, plusieurs années sur les barrages hydroélectriques, c'est à Côte-Nord, c'est un monde de machos, c'est un monde ou de gars, qui étaient de gars à l'époque, là, en tout cas. Et puis, j'ai côtoyé des toxicomanes, j'ai côtoyé des alcooliques, j'ai côtoyé du monde qui ont des problèmes de jeu, mais j'avais jamais de ma vie, au grand jamais, côtoyé du monde qui avait des problèmes de santé mentale. Ça fait que on part, puis on tombe en amour à l'hôpital. C'est là que ça commence, c'est aussi bête que ça, on commence comme ça. Et puis, un moment donné, elle a fait une coche, puis 6 mois plus tard, elle essaie de me poignarder, mais il y avait une police qui était pas loin. Puis la police
elle s'est mise entre moi puis le couteau. Puis c'est elle qui a pris le coup, mais il y avait une chemise anti-balle. Fait que, puis sur le coup, il m'a dit, monsieur, j'arrête madame parce qu'elle vient d'essayer de te poignarder. Moi, je voyais rien parce qu'elle s'en met dans mon dos. OK. Donc, mais à ce moment-là, c'est le premier gros incident. Est-ce que, comment je peux dire ça? Est-ce que vous avez réalisé que la madame avait vraiment des problèmes à ce moment-là ou vous étiez un peu dans le... Tu sais, en amour, des fois, on a du déni, on y croit pas. Quel était votre état d'esprit à ce moment-là? Exactement. Moi, je pense que c'était parce que j'ai consulté là, par après, là, puis j'ai consulté pour savoir ce qui m'était arrivé, puis tout ça, là, parce que là, quand même, ça fait 3 ans que je suis tout seul. Là. Puis je pense que c'est... Puis effectivement, c'est ça, c'est du déni. Moi, je pensais que c'était qu'un coup de... Je sais pas... comme je vous ai dit tantôt, j'avais jamais côtoyé des gens de maladies mentales ou de maladies ou de gens médicamentés. Alors, je pouvais pas savoir que cette réaction-là avait rapport avec une maladie mentale. De toute façon, je ne savais même pas qu'elle était suivie par un psychiatre. Je me suis dit, oups, tabarnouche est maline un matin. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Puis, là, la Cour lui a interdit de communiquer avec moi pendant 6 mois de temps. Alors, moi, je l'ai pas vu pendant 6 mois. Mais après ça, on s'est revus au palais de justice à la journée de sa comparution, la journée qu'elle a été reconnue coupable et condamnée en prison, à la fête de prison. Et puis, puis on n'avait pas le droit elle n'avait pas le droit de me parler. Moi, j'avais pas l'intention de parler, mais j'avais pas l'interdiction de parler. Puis, c'était l'été, et quand elle m'a vu, elle me saute d'un bras, elle m'embrasse partout, puis elle s'excuse, puis elle me dit reprenons ensemble. Fait que dans le fond, il y a bien du monde qui nous écoute qui doivent se dire ouais, mais moi je l'aurais crissé là, mais vous lui avez donné une deuxième chance. Non, puis j'ai compris, après avoir consulté puis avoir travaillé sur moi, je comprends le monde qui dit ça, puis c'est vrai. Mais je peux vous dire aussi, pourquoi des fois on entend ça dire, mais pourquoi qu'il n'a pas compris après une première fois, mais pourquoi aussi des femmes battues, ils comprennent pas à 95%, on entend des histoires des fois qui partent à la 5e fois, à la 6e fois, des fois, et c'est pas toujours automatique, ça se passe tellement vite. Mais là, il y a 6 mois qui se fait que vous êtes séparés, vous étiez plus ensemble, vous la revoyez, elle vous saute d'un bras, elle vous aime, vous êtes beau, vous êtes fin, vous, là, cette fois-là, vous avez encore une fois, vous dites, écoute, c'était peut-être juste une mauvaise passe, vous retournez ensemble. C'est quand l'événement violent suivant? C'est quand que ça commence à retourner à mal aller, là? C'est exactement comme vous avez dit. Et le deuxième événement, ça s'est passé l'année suivante, mais je vous dirais que là, la mémoire, là, je suis rendu à 57 ans, là, je peux vous dire que j'ai quelques blancs. Mais je peux vous dire que là, à ce moment-là, là, j'ai appris qu'elle souffrait de maladie mentale. C'était un trouble de personnalité limite de type narcissique et histrionique. Là. Oh boy. Puis, là, elle souffrait, puis là, elle m'avait promis, aide-moi à prendre mes médications, puis tu vois, ça va bien aller. Mais là, j'ai dit, écoute, ben, moi, j'ai dit, je retourne sur la Côte-Nord, moi, je retourne travailler. Là. Moi, j'ai une carrière, puis j'avais que dans la trentaine, puis, tu sais, à peine, je m'en allais vers la quarantaine, puis non, je me suis dit, non, c'est pas à moi, c'est toi, t'as une famille, t'as un ex, t'as tes enfants. Bon, mais là, je me suis aperçu que même son ex s'en occupait pas, ses enfants n'allaient pas la voir. Le juge, il avait interdit de voir ses enfants. Alors, déjà, en partant, j'aurais dû allumer, mais j'ai pas allumé. Excusez, là, mais j'ai pas allumé. Puis après ça, ses parents, elle commence à me dire, parce que ce monde-là sont beaucoup manipulateurs, c'est des choses que je peux pas valider, mais c'est des choses qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, mon père et ma mère se préparent à adopter mes enfants pour s'en occuper à ma place. C'était le gros drame de sa vie. Okay. Et qui, en soi, est vraiment un drame, là, tu sais. Ça, je compatissais avec elle. Puis là, moi, qui était
un militant syndicaliste assez impliqué, qui a passé ma vie à aider tout le temps tout le monde, qui n'était pas capable de... Là, j'étais là, puis je me disais, mais coudonc, Chris, qu'est-ce que tu vas faire? Elle était même pas capable de manger, genre, elle mangeait plus, puis... Fait que là, écoutez, j'ai été stupide, j'aurais dû aller la porter à l'hôpital, mais non, j'ai dit, OK, je vais rester encore un peu. Puis quand je disais un peu, c'était un mois ou deux, le temps que tu te replaces, là, parce que là, il va falloir que tu ailles te faire soigner, puis tout, puis que tu retrouves tes enfants. Mais non, le petit peu est devenu bon an, mal an, des mois, puis des mois sont devenus des années sont devenues des années, puis à un moment donné, j'ai rien vu venir, puis je me suis aperçu que ça faisait 12 ans. Et là, justement, sans entrer dans le détail, la raison principale pourquoi on vous parle puis qu'il y a eu un nouveau parcours en justice, c'est qu'elle a commencé à quoi? À porter plainte contre vous? Ben là, je me rappelle, j'ai des blancs, là. Pour la deuxième fois, là, je me rappelle qu'elle faisait de l'automutilation. OK. Oh, boy. C'est une fille qui, en partant, elle avait 10 ans plus jeune que moi, puis elle en paraissait comme 10 ans plus jeune. Oh boy. Et moi, ben, j'avais pas encore les cheveux blancs. Aujourd'hui, j'ai les ai, là. Mais cette fille-là, elle était très jolie. Puis moi qui arrivais du Nord, puis qui avait passé une grande partie dans le Nord, là, dans le Nord, on est 25 gars pour une femme. Moi, j'ai souffert, je crois, de dépendance affective. Et pas je crois, j'ai souffert de dépendance affective. Je l'assume aujourd'hui. Mais ça m'a coûté ma carrière, ça m'a coûté ma vie. Mais comment ça, à un moment donné, que les rôles sont renversés, puis que dans l'histoire, même si on sait que c'est pas vrai, là, mais comment ça, à un moment donné, c'est vous qui passez pour le méchant? En justice, puis tout? Ben, j'étais un homme. Et je peux vous dire, parlez-en à tous les hommes qui ont été accusés par deux femmes, il y en a... Écoutez, là, je vais faire attention, puis je vais bien peser mes mots. Je suis certain et je crois réellement qu'il y a des femmes qui sont réellement battues par des hommes méchants. OK, ça, je le crois. Mm-hmm. Et je peux vous dire une chose, je crois aussi qu'il y a des hommes... Là, je suis prêt à le dire, là. Moi, je suis un gars de la construction, puis la plupart du temps... tu sais, avec la carrure puis la face que j'ai, je marche dans la rue, puis le monde, ils savent que je suis un homme, tu sais, je suis viril. Mais je suis prêt à le dire, là. Je suis prêt à dire que, oui, j'ai été battu, puis j'ai été battu psychologiquement, comme vous avez dit en entrée de jeu. Puis j'ai été aussi... elle me menaçait. Elle était rendue, là, elle criait tellement après moi. Puis là, j'étais pogné, elle me menaçait, elle disait, si tu t'en vas, j'appelle la police, puis je t'accuse que tu m'as battu, puis tout ça. Et là, j'étais pogné entre deux feux, là, je savais plus quoi faire, là. Mais là, ça faisait déjà une couple d'années que j'avais pas retourné dans le Nord, puis j'avais embarqué dans... On dirait qu'on embarque là, dans ce cercle vicieux-là, en tout cas pour ma part à moi. Mm-hmm. J'ai embarqué là-dedans, puis sans m'en apercevoir, là, les années ont passé, puis l'engrenage a pogné. Là, vous avez été innocenté 3 fois. Maintenant, qu'est-ce qui vous empêcherait d'avoir une vie normale puis de pouvoir retourner sur la construction, travailler dans le Nord ou... Ben là, écoutez, la dernière fois que j'ai été arrêté, c'est le 8 mars, c'est drôle à dire, c'est une journée comme emblématique, là, mais c'est le 8 mars 2014, OK? Elle, ça faisait déjà 3 mois que son père était décédé, ou couple de mois, son père adoptif, parce que c'est une fille qui vient de la crèche. Elle connaît ses parents biologiques, mais ils viennent d'une autre région. Mais ça faisait... où j'en étais? Bon, on parlait, en fait, la dernière fois que vous avez été arrêté, 8 mars 2014, puis je demandais pourquoi, dans le fond, vous ne pouvez pas reprendre une vie normale. Là, son père adoptif est mort. Puis là, ils sont que 2 dans la famille. OK? Ils sont 2 enfants. Elle hérite d'un gros montant. OK? Mais il est gelé. Alors là, moi, j'en ai déduit. Là, ce n'est que ma perception. C'est qu'elle s'est dit peut-être, oh, j'ai un beau montant, puis, regarde, ça ne tente pas de le dépenser avec lui. Puis,
ça me tente pas. En tout cas, ça a été comme... Moi là, puis en plus, moi, dans tout ce dédale de choses-là, c'est exactement dans le temps de la commission Charbonneau. Exactement dans le temps de la commission Charbonneau, là, on suivait tout le monde à la télévision. Et puis, on avait une chambre d'amis, et moi, ça faisait 2 semaines, là. Là, ça faisait 2 semaines que je dormais dans la chambre d'amis, puis ça faisait quasiment 3 mois que moi, dans ma tête, je me disais, bon, ben là, c'est fini, puis... excusez mon langage, mais je décris, puis je retourne dans le Nord. Mm-hmm. Puis, elle l'a su. Elle l'a su parce que j'y en ai parlé. Je pensais qu'elle l'avait accepté, puis tout ça. Mais, je sais pas, elle l'a mal pris. Elle l'a mal pris. Même si elle voulait peut-être plus de moi, mais mais encore là, c'est ma perception, là. Oui. Moi, je pense qu'elle l'a comme mal pris. Puis, elle a monté tout un setup. Écoutez, là, moi, je dors dans mon lit, il est 11 heures du soir, le 8 mars, puis je me fais réveiller par 3-4 flashlights qui arrivent dans ma face, puis là, je suis là, hey, je pense que c'est une évasion de domicile, je vais vous dire franchement, là, c'est ça que j'ai passé. Puis, là, on me dit, Monsieur Turbide, on vous demande le temps d'arrestation pour menace de mort, puis violence conjugale, puis venez-vous-en, puis venez-vous-en. Là, tabarnak, moi, je me dis, hey, vous savez pas qu'elle est folle? Vous savez qu'elle est folle si elle a déjà fait des fausses déclarations, puis non, puis c'est 2 femmes en plus. C'est 2 femmes là, qui m'ont arrêté. Je veux pas dire que toutes les femmes haïssent les hommes, là, mais je veux dire c'est 2 femmes là, qui m'ont arrêté. Puis là, ben là, je me lève, puis je cherche mes bottes. Puis là, il y a une des 2 policières. Elle prend ma paire de pantoufles Adidas. Des pantoufles Adidas, des sandales Adidas. Puis elle m'y piche. J'ai dit, c'est pas ça que j'ai besoin, je vais juste au parc Victoria. Puis lundi, elle va faire comme d'habitude, elle va changer son histoire, puis je vais sortir, là, c'est quoi, là? Non, elle dit, où si tu t'en vas, tu vas en avoir besoin. Puis en plus de ça, là, c'est aussi bien de fermer ta gueule parce qu'on va te poivrer. Est-ce que tu veux répondre à ça? Qu'est-ce qu'un gars peut répondre à ça? Je suis encore entre 2 eaux, en train je suis à moitié dans la noirceur. Puis qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Fait que là, moi, je me ramasse le vendredi soir. C'était un vendredi. Fait que là, je passe samedi et dimanche au parc Victoria en prison. Puis après ça, lundi, il me déplace vers Saint-Ville. De Saint-Ville, après ça, il me déplace vers le palais de justice pour entendre que je suis accusé de ça. Puis madame est là. Puis là, ça dit toutes sortes de vacheries sous moi. Puis moi, je suis là, les deux pieds, les menottes aux pieds, les menottes aux mains. Puis le juge me regarde, puis il dit, Monsieur Turbide, bougez pas, puis parlez pas, c'est madame qui parle. Puis là, il prend tout pour du cash, tout ce qu'elle dit. Tout ce qu'elle dit. Elle a même dit, j'ai jamais aimé cet homme, et j'aurais voulu qu'il parte, ça fait longtemps. Je l'aurais cru dans une émission de Twilight Zone. Je vais vous le dire franchement, là. On a passé 2 jours entiers à pas dormir à Orsainville, parce que les fins de semaine, c'était incroyable. C'était des gars qui rentrent là-dedans, puis ça crie, puis ça hurle jusqu'au petit matin. Puis moi, je comprenais rien. On va dire, je comprenais rien. Je regardais un peu partout, j'ai vu un peu des membres de ma famille dans la salle. Je comprenais rien. J'avais le goût de me lever et de dire, hey, je vais sortir, je suis en train de rêver. Mais non. Puis si je me trompe pas, il avait trouvé, puis c'est ça le problématique encore en 2017, il avait trouvé dans vos affaires un point américain? En 2014. Ouais, c'est ça. C'est que, là, je l'ai su par après, là, parce que je l'ai pas su sur le coup, là. Mais eux autres, là, avant d'entrer chez moi, parce que c'était pas on vivait pas dans une maison qui appartenait ou un appartement qui avait rien que son nom sur le bail. J'étais sur le bail. OK? Puis j'avais autant de droits qu'elle que d'être là. Mm-hmm. Elle, la police, ils ont demandé, ils ont dit, écoute, y a-tu des armes, ton chum? Elle a dit oui. Elle a dit, la police, il a répondu, bon, OK, qu'est-ce qu'il y a?
Elle dit un point américain, elle dit, puis je l'ai ici. Elle a ouvert sa sacoche, puis elle l'a redonné. OK? Croyez-le ou croyez-le pas, là, ils m'ont jamais pris mes empreintes. Ils n'ont jamais fait un test d'ADN pour savoir si c'était à moi, cette affaire-là. Si j'avais déjà mis mes mains là-dessus. J'avais jamais mis mes mains là-dessus. J'avais jamais vu cette affaire-là de ma sainte vie. Puis de toute ma sainte vie, moi qui ai passé une grande partie de ma vie dans le Grand Nord, à me tenir avec des gars qui allaient à la chasse, puis qui étaient habitués de traîner des armes à feu, des carabines, puis tout ça, là. Puis j'avais jamais su de toute ma vie qu'un point américain, c'était une arme prohibée. Puis je pense qu'elle non plus. Alors c'est là que ça a commencé à cogiter dans ma tête. C'était un coup monté, ça, là. Parce qu'elle-même, comment ça que du jour au lendemain, elle sait qu'un point américain, c'est prohibé, puis elle sort ça de sa sacoche, puis elle le donne. Il m'arrête, il m'accuse. Là, moi, je peux pas rien dire. Puis là, mon avocat, il arrête pas de dire papa, parce que là, si même ils disent de plaider coupable, plaide à rien, laisse-toi accuser, comme ça, parce que je connais la loi de la rue, là, je sais qu'il faut faire nos stops, il faut faire nos lumières, mais la loi de la justice, je la connais pas. Puis l'avocat, il me dit laisse-toi accuser, puis comme ça, on va pouvoir aller en appel. OK. Mais là, malgré tout, l'histoire du point américain, vous avez été innocentée d'absolument tout, mais le point américain, c'est ce qui reste un petit peu comme trouble dans vos papiers, dans votre passé, qui vous empêche de retrouver une vie normale. Ben là, depuis 3 ans, ouais, c'est ça. Puis ça m'a pris 3 ans pour avoir un procès en cours d'appel, OK, que j'ai gagné. Puis ça a pris 3 semaines que j'ai mon procès. Fait que, puis là, j'ai gardé la paix. À travers les 3 ans, j'ai été suivi par un arrêt de probation. Puis j'ai tout fait ce qu'ils ont voulu. J'ai même pas eu un ticket de stationnement. J'ai été nickel. J'ai rien fait de mal. Rien en tout. Aujourd'hui, cette dame-là fait quoi dans la vie? Je vais en venir. Là, moi, je vais parler comme je le sens, OK? Comme je me parle, OK? Comme moi, je parle, OK? Puis je peux vous dire que j'ai l'impression que ce qui s'est passé, jeudi passé, là, je le dis dans mes mots, là. Oui. C'était pas ça qu'ils m'ont dit, mais j'ai l'impression que la dame, elle m'a dit, monsieur, on ne retient aucune accusation contre vous de violence conjugale et puis de menace de mort, parce que, mais c'est pas ça qu'elle a dit, mais j'ai l'impression que c'est ça qu'elle a dit, parce qu'on sait que votre femme est menteuse, mais par contre, le point américain qu'elle a donné elle-même aux policiers, ben ça, puis en plus qu'on n'a pas pris d'empreinte, ben ça, on le garde. C'est pas ça qu'elle a dit, c'est ma perception de la chose. Mais c'est quand même c'est toute une histoire pareille, tu sais, qui vous a mis dans le pétrin comme ça se peut pas. Puis je tenais à vous parler aujourd'hui justement parce qu'il y a des gens qui vont entendre ça, qui vont peut-être bien se sentir interpellés puis dire j'ai vécu une affaire similaire puis je suis pas tout seul là-dedans. On va terminer avec ça, vous avez fait appel avec Lise Bilodeau, l'Action des nouvelles conjointes. Est-ce qu'il y a toujours possibilité, je sais pas moi, des gens qui vivent des situations similaires de pouvoir soit communiquer avec elle ou... Oui, mais là, j'ai pas si... non, mais ça... c'est juste dans le fond que je veux répéter que ça existe là pour dire... L'association ANCQ, elle s'occupe mais c'est pas un organisme à but non lucratif, là, il faut le savoir, là, c'est... Absolument. Il faut avoir de l'argent, là, pour aller... sinon, moi, il y a Autonomie à Québec qui m'a beaucoup aidé à ventiler. Et puis après ça, moi, j'attendais mon procès. Et puis, j'ai entendu parler, je sais pas comment ça a tombé. C'est un ami d'un ami sur Facebook, là, qui m'a amené me parler d'elle. Puis, à un moment donné, j'y ai parlé. Puis, j'ai conté un peu mon cas. On s'est comme apprivoisé. Ça a pris un peu de temps. Et jusqu'au jour qu'elle m'invite chez eux, parce qu'elle reste pas loin de chez moi. Puis moi, je suis dans la région de Sainte-Foy. Puis, j'ai arrivé là, j'ai parlé avec elle, puis au bout de tout, j'ai pas peur de le dire, là. J'étais un gars de 225 livres, là, puis il n'y a pas trop de graisse là-dedans, là. Et je veux vous dire de quoi. Quand j'ai sorti de là, j'ai braillé comme un enfant.
J'ai broyé comme un enfant. Parce que c'était la première fois que quelqu'un me croyait. C'est la première fois que quelqu'un m'écoutait qui avait de la compassion pour moi. Parce que les polices, là, il n'y en a pas un qui n'a eu. Il n'y en a pas un qui n'a eu. Monsieur Turbide, je vous remercie de nous avoir parlé, puis on se tient au courant pour la suite. Écoutez, parce que c'est pas fini. Et je vous jure que je vais recommuniquer avec vous quand les derniers processus vont être terminés. Là, je vous jure que je vais communiquer avec vous. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Au revoir. Pierre Turbide, qui nous a raconté son histoire devant la justice. Imaginez, t'es le seul à savoir que t'as rien fait. Tu, malgré tout, es obligé de passer à travers le processus judiciaire. Puis c'est pas facile. Là. Il l'a bien décrit quand même. Il pensait quasiment que c'était un rêve parce qu'il y a des gens qui sont pas habitués à ça. Là. C'est un choc. Des criminels, des endurcis, ils arrivent là puis ils prennent ça avec le menton en l'air. Mais ceux qui ont jamais vécu ça, c'est un choc assez important, assez monumental. Il se fait innocenté 3 fois d'accusations déposées contre lui sous les prétentions d'une folle, on va le dire. Et malgré tout, il se retrouve avec une épine qui reste sur l'histoire du point américain qui l'empêche de poursuivre sa vie comme du monde. Puis des histoires de même, il y en a plusieurs qu'on n'entend pas parler, mais celle-là a été relatée parce qu'elle sort de l'ordinaire. Là. Mais, tu sais, j'ai appris la plupart des détails aujourd'hui. Là. Tu m'en avais raconté quelques-uns vendredi, mais j'écoute ça puis ça me fait tellement penser à des histoires que j'ai entendues à différents endroits où j'ai habité au Québec dans ma vie, des gens qui m'ont raconté des histoires d'horreur. Des fois, c'est des questions de dépendance affective, puis le monsieur est assez intelligent pour l'avouer. Puis ça, c'est important, puis ça se réalise des fois juste après un certain temps. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de dépendance affective et c'est une maladie ou c'est un mot qui nous amène à commettre des gestes qui sont parfois très, très, très dangereux pour notre propre sécurité. Pour résumer ça à un point bien simple, souvent, il y a des gens qui restent avec des maudits fous puis des maudites folles parce que c'est des dépendants affectifs puis qui ont peur de vivre l'insécurité, de ne pas être aimé par personne, puis au moins ils ont quelqu'un de proche d'eux, puis même si cette personne-là les bat, les vole, les viole, ou peu importe, ben ça le fait quelqu'un. Et c'est un mécanisme qui est très spécial, mais j'ai entendu ce pattern-là des dizaines de fois. Parfois, ça va être une question de brosse, parfois ça va être une question de sexe, mais des fois, ce n'est que de la dépendance affective. Si tu me laisses, j'appelle la police, puis j'invente une histoire contre toi. Tu sais, ça a juste pas de bon sens. Puis ça scrape des familles, là. Ben. Moi, je connais pas l'environnement familial du monsieur, mais j'ai déjà entendu des histoires comme ça, similaires à ça, où toute la famille au complet va dire, exemple, au gars, à la fille, quitte ton chum, quitte ta blonde, elle est toxique, c'est un cancer. Et là, la personne est tellement obnubilée par cette dépendance affective-là qu'elle va préférer tourner le dos à sa propre famille et son cercle social proche que de se séparer de cette personne toxique-là jusqu'à temps qu'il y ait une prise de conscience. Mais la prise de conscience, en général, se fait à un stade qui est souvent trop tard, là, au bord de la ligne, où... puis là, c'est pas pire. Là, on sait pas trop tous les détails, mais est-ce que à un moment donné, la marmite saute puis il y a l'envie d'y fourrer une claque qui pogne, puis là après ça, là tu te retrouves vraiment l'agresseur pour de vrai. Il peut arriver des histoires comme ça, malheureusement, le Québec en est rempli. À 12h52, 13 degrés, c'est 18 le maximum pour l'après-midi. Belle journée demain à 21 degrés. Midi.